Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Vous êtes bien agités aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle... Là, je le fais pas. Hein. Je préviens tout de suite, c'est pas moi qui dis le titre du jeu. Céline. Ça s'appelle « Toi qui, comme un coup de couteau, dans mon cœur plaintif est entré ». Voilà. Résumé en « Toi qui ». Toi qui. C'est toi, Céline, qui nous amène... entrée parce qu'en fait, il n'y a pas de T. C'est toi, Céline, qui nous amène ce sujet de podcast, ce jeu « Toi Merci. qui ». Hein. Nous sommes avec Maxime Victor. Maxime, ça va la pêche. Nous sommes avec Flavie Briand. C'est toi qui est en train de présenter ce podcast, Romaric. Tout à fait. Nous sommes également avec Romuald. Romuald, ça va la pêche. Ça va très bien, merci. Et avec Valentin T. Valentin T, hello, ça va. très bien. Et donc, Céline, c'est parti, nous t'écoutons. De quoi qu'il s'agit que toi qui... Donc, toi qui, comme un coup de couteau, dans mon cœur plaintif est entré. Ça fait bizarre. Donc un titre qui est extrait d'un poème de Baudelaire qui se trouve dans le jeu. Et c'est un jeu de Simon Peterson qui est suédois. Et le jeu a donc été traduit, alors si j'ai bien compris, avec une première traduction par Mathieu B. Puis ensuite une mise en forme par Simon Lee. D'accord. Où il y a peut-être eu un peu de retraduction, mais ça je suis pas très sûre. Et donc c'est un jeu sans meneur pour 3 à 6 joueurs qui se joue en scène. Et l'idée c'est qu'on va y jouer des vampires dans un contexte narratif un peu dramatique. Il y a assez peu de mécanique. Et une des mécaniques les plus importantes, c'est que quand il y a une scène où un vampire est en jeu, il peut y avoir un autre joueur qui n'est pas dans la scène, qui se lève, vient derrière le joueur du vampire et joue le diable. Et en fait, le diable susurre à l'oreille du vampire. Susurre. Oh, que c'est bon. Que c'est bon. Ah, le dispositif a l'air épique. Déjà. Et on joue avec Maxime, en vrai. Et peut aller jusqu'à donner des ordres aux vampires. Et en fait, si on refuse de suivre les ordres du diable, on prend des jetons, ce qui nous affaiblit vis-à-vis des autres personnages dans la partie. Donc la mécanique se joue juste avec quelques jetons. Vous allez prendre cher. Donc, comme disait Céline en préparation du podcast, c'est un jeu sur les relations toxiques, complexes, etc. Oui, Vas-y, je sais plus, il y avait un disclaimer qui était assez incroyable. Oui, il y a un disclaimer, effectivement, je peux le retrouver. Alors, je voulais quand même préciser, il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des chasseurs de vampires et des humains qui sont présents dans le jeu et qui ont des mécaniques un petit peu différentes. Forcément, mais oui, dans le disclaimer, ça dit que on aborde des sujets difficiles comme la soumission, les psychopathologies et les relations toxiques. Voilà, donc effectivement, on est bien parti. Donc ça va être un peu sous forme de canevas, c'est-à-dire qu'on commence en tissant les relations entre les différents personnages, des relations positives et négatives, donc un petit peu un écheveau bien entremêlé, de sentiments pas toujours très sains. Et on démarre à partir de ça pour jouer les différentes scènes. Excellent. C'est à meneur tournant en quelque sorte, donc ça veut dire qu'à chaque scène, il va y avoir un metteur en scène qui a un petit peu pour responsabilité de proposer la scène, de dire qui il aimerait voir en fait dans la suite de l'histoire et de proposer très rapidement un cadre en termes de temps, lieu, ambiance, avant que les différents personnages entrent dans la scène et que les joueurs se mettent à échanger. Le reste du temps, il y a beaucoup de roleplay et de freeform. Et en fait, il va y avoir les mécaniques que quand le diable se lève pour aller parler aux vampires ou quand il va y avoir des conflits physiques entre les différents personnages. Et alors, dans ces cas-là, ça se résout comment ? Il y a une échelle de prédation qui va dire que l'humain est le plus faible, qu'un vampire est plus fort, qu'un vieux vampire est encore plus fort, qu'un chasseur de vampires est plus fort et que le plus fort de tous, c'est la foule. Sauf que un vampire, s'il est en train de perdre un conflit, peut faire appel au diable. Et un vampire possédé par le diable est plus fort que tout le reste. Y compris la foule ? Y compris la foule. Auquel cas, c'est le joueur qui joue le diable qui prend le pas sur la narration et qui raconte la scène. Donc c'est-à-dire, il fait ce que le vampire veut, mais il le fait à sa façon.
Et évidemment, le diable adore son vampire, mais c'est un amour un petit peu possessif et un amour qui va le pousser à, disons, le dégager de toutes les autres liens qu'il pourrait avoir, y compris avec les autres personnages. Et donc voilà, le vampire est un petit peu Donc, le piégé coût... dans ouais. le diable, quoi. Donc le coût d'une victoire à tout prix est très élevé en fait en termes Le coût peut être affectifs. très élevé. D'autre part, si le vampire fait appel au diable, mais que par ailleurs, précédemment, il a refusé d'obéir au diable et donc il a pris des jetons, le diable peut en fait l'abandonner et lui dire « Tu ne m'as pas écouté avant, cette fois-ci, moi, je ne t'aide pas, tu vas te débrouiller tout seul. » Auquel Le cas... diable peut aussi lui faire un chantage du genre « Tu as refusé, là, si j'accepte de t'aider, alors... » Non, à ce moment-là, le diable accepte ou refuse. S'il refuse, le vampire pour qui le diable s'est refusé tombe tout en bas de l'échelle. Comment on sait qui est le diable dans la partie ? C'est un autre joueur qui n'est pas présent dans la scène et qui peut se lever. En fait, Donc en fait, le diable est tournant aussi. Le diable est tournant D'accord. aussi. À partir du moment où il y a plusieurs vampires dans une scène, il peut y avoir plusieurs autres joueurs qui se lèvent et qui font des diables pour chacun des vampires, en fait. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de diable aux oreilles des chasseurs de vampires et des humains, puisque, évidemment, eux n'ont pas le diable qui leur parle. C'est réservé aux vampires. Les autres possibilités, pour le chasseur de vampires, donc il est plus fort que les vampires de base, parce qu'il a rejeté quelque chose du monde. En fait, il a une sorte de contrainte assez forte, de l'ordre de... il vit dans la pauvreté la plus extrême, il est détesté par un certain nombre de personnes, lui-même déteste les vampires. En fait, il va avoir une contrainte narrative forte. Et si à un moment dans le jeu, il pardonne aux vampires, il gagne de l'argent, ou voilà, cette contrainte saute, en fait, il cesse d'être chasseur de vampires pour redevenir simple humain. Donc il peut perdre sa... Il peut perdre sa condition de Sa chasseur condition. de vampires. Tout à fait. Et par ailleurs, il y a l'humain. Donc l'humain, c'est quand même la créature un petit peu faible du système. Et l'humain, la seule possibilité qu'il a, c'est de faire appel à un moment de beauté fragile. Et en fait, ça consiste en gros à joindre les mains devant soi et être l'humain en prière. Et en fait, cette créature si faible, si fragile, si éphémère, que tout le monde s'arrête, le conflit est brisé, le diable se retire, tout le monde s'arrête et regarde cette créature éphémère si belle dans sa fragilité. Et ensuite, tout le monde décide de se déchirer à nouveau. Voilà. Alors ça sert à quoi du coup Ça interrompt un conflit. Et donc, du coup, ça remet quand même la scène. Voilà, ça bloque quand même la scène à un moment. Donc, typiquement, si à un moment, un personnage est sur le point d'être tué et que l'humain se fait un moment de beauté fragile, a priori, ça va renverser la situation et les gens vont pas reprendre exactement pareil derrière. Il va y avoir d'autres personnages qui vont réagir, qui vont faire que la situation va changer. Ok. En tant que fan de trucs de vampires, exception faite de Twilight... Parce que le vampire qui brille à la lumière, non. Mais à part ça c'est trop cool. Enfin, ça correspond Twilight vraiment. Twilight respecte le canon esthétique Alors, de ça. ça fait partie du bouquin de Twaki de choisir quels sont les pouvoirs des vampires qu'on considère comme étant réels dans la fiction. Donc on se met d'accord sur le contenu fictionnel Vous malléable. faites ce que vous voulez. Si vous Et avez donc- un vampire qui brille au jour, vous faites ce que vous voulez. Je me foutrais de votre gueule. Dans la fiction. Ça pourrait te faire une excellente motivation de chasseur de vampires, tu vois. J'aime pas les... Il n'est pas question que vous nuisiez dans la lumière. Non, mais j'ai trop envie de jouer un chasseur de vampires. Ouais. Enfin, qui tomberait nonchalamment amoureux de cette créature qu'il est en train de poursuivre. Ah. Oh, Je Du vois drama. que Flavie a bien compris le canon, il n'y a pas Il de y a problème. un potentiel érotique là-dedans qui voilà. on joue avec Maxime. Oui, en Les plus. relations de séduction sont très souvent au cœur du jeu. Voilà, voilà. Ça fait penser un peu au dispositif de Hot D'ailleurs, Case dans la Making Out. quatrième de couve, c'est marqué un jeu de rôle vampirique et romantique. Ah oui, bah oui. Ouais. Ah bah oui. Oui. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à présenter ou est-ce que vous partez tout de suite en partie ? Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous avez des questions, allez-y. Moi, Donc, en je fait, crois que je vous ai dit Vous allez à peu déterminer près. aussi du setting. Oui, c'est-à-dire quand ça se en fait, passe, on commence en décidant de tout, effectivement. À Relation quel map. moment... Pardon ? Tu vas faire Oui. une relation map. C'est ça, on commence en décidant à quelle époque, quel lieu, quel type de pouvoir de vampire on veut faire, quel genre de problème il va y avoir, une sorte d'amorce en fait, quelque chose qui résume l'intrigue en quelque sorte, Mais oui. des relations entre les personnages,
Et puis ensuite, on se lance dans les scènes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on en ait marre de jouer, qu'on atteigne une sorte de climax et qu'ensuite, on fait un épilogue et on s'arrête, quoi. Climax. Très bien, je vois. Bon, bonne partie. Fin de la partie de Toi qui. Alors, qui veut se lancer? Comment c'était? C'était bien? Vous avez bien kiffé? Oui, ouais. C'était exactement ce que j'attendais d'un jeu vampire drama. C'était parfait. Il y avait du drama, il y avait des vampires, il y avait du héros, il y avait du Thanatos, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était trop bien. Du drama pour le dieu du drama. On a travaillé pour le dieu du drama, on a bien travaillé les enfants. Ça s'est bien passé, ils avaient la pêche, clairement. D'accord, clairement. Il y a eu 2 étapes dans la préparation de cette partie. Une première étape de préparation à proprement parler la relation map, etc. Puis ensuite, il me semble que vous avez vraiment joué, vous avez mis du contenu fictionnel, on va dire en live. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler de ce qui s'est passé avant le repas? Parce qu'entre les deux, il y a eu un repas. Qu'est-ce que vous avez fait avant le repas? Comment ça s'est passé? Comment vous avez dressé la relation map, etc. Ou le canevas. Avant même la relation map. Ça y est, tu vois. Il commence à s'habituer à la cellule, du coup, il a oublié que c'était des micros unidirectionnels, tu vois. Hop là. C'est bien, ça veut dire que tu te sens chez toi, là, ça y est. Je me mets un peu comme ça, vampire désabusé. Donc, avant même la relation map, il fallait qu'on détermine un cadre et un peu précis dans lequel on allait évoluer. Quel genre de vampire en fait on allait incarner ou rencontrer, et donc quelles règles régissaient en fait ce monde de vampires, comment ils transformaient les autres vampires, à quelle époque on se situait. Ah oui, carrément. Oui, on s'accorde sur plein de choses en fait, sur les thèmes qu'on veut pas voir abordés dans la partie, et du coup sur tout le contexte dans lequel on va jouer. C'est le moment un peu d'accorder nos violons pour essayer de chercher la même chose dans la partie. C'est le moment où on choisit les règles avant de jouer au Uno pour savoir si on a bien tous les mêmes règles. Alors par exemple, les vampires, ils luisaient dans le noir, au jour ou pas? Et non. Ah non. Flavie a gagné ses arbitrages. Ouais, c'était bien. Merci. Non, c'était cool aussi de se dire, alors comment on les tue? Ils réagissent à quoi? Est-ce qu'ils réagissent au crucifix? Alors ils réagissaient au crucifix. Ah. Mais par contre, ils pouvaient rentrer dans une église, mais s'ils crachaient par terre, ça faisait pshh par terre. Ils étaient sensibles à la lumière du jour, mais on avait décidé que plus le temps passait, moins ils y étaient. Dans le sens où un vieux vampire potentiellement pouvait mieux gérer ça. Et aussi pareil pour la faim. C'est-à-dire qu'un jeune vampire était beaucoup plus soumis à la faim et au besoin de boire du sang qu'un vieux vampire. Du coup, un vieux vampire, c'était plus un choix de se nourrir. Et on avait aussi décidé que s'il mordait, il pouvait faire disparaître la morsure. Que quand il mordait, ça faisait une sensation sexuelle. Ok, très bien. Donc plus on est vieux, plus on est bon quand on mord sa victime. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Dès que t'es jeune, par contre, ça marche bien. C'est-à-dire, quand t'es jeune vampire, tu peux aussi faire jouir ta victime en la... D'accord, mais les vieux ont plus d'expérience et donc sont meilleurs à ça, c'est bien ce que j'ai compris. Ils sont meilleurs dans le contrôle de leur faim et donc dans le fait de s'arrêter de boire le sang quand ils le désirent. Il y en a un qui à un moment a eu du mal, ses canines n'étaient pas assez dures, il a glissé un petit peu, il a dû s'y reprendre à 2 ou 3 fois, mais... Vampire Yagra. J'avais un peu trop bu. Ah, ça a vraiment eu lieu, ok, très bien. Ceci n'est pas une blague, oui, ça. D'accord, ok. Moi, j'ai vu la métaphore, c'était peut-être le seul, mais du coup, je suis trop bourré, du coup, j'y arrive pas, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Moi, j'étais mort de rire intérieurement. Et l'autre qui disait, non, mais c'est pas grave, je vais t'aider. J'étais là, continue, ne t'arrête pas. Évidemment qu'on avait vu tout le je vais t'aider, je vais te guider. Non, moi, j'avoue que sur le coup, j'y ai pas pensé, même si là, maintenant, ça me paraît clair. Ah oui, c'est sûr. Ok, d'accord, très bien. Donc, d'abord, on se met d'accord là-dessus. La physique du vampire et alors l'époque. L'époque, alors années 80 pour s'éviter les téléphones portables, pour s'éviter les soucis des possibilités de communication à distance. Et le point suivant, et oui, New York aux États-Unis. Et le point suivant, New York aux États-Unis pour une raison importante, c'est qu'on voulait que ce soit assez large pour qu'on puisse faire les scènes qu'on voulait, mais qu'il y ait assez de stéréotypes pour qu'on puisse justement faire ce qu'on voulait. Ouais, d'accord. Le point suivant, c'est de choisir une amorce, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est au cœur de l'intrigue. Et donc là, notre amorce, c'était un vampire qui perd le contrôle. D'accord. Et à partir de là, en fait, on crée des personnages autour de cette situation qui vont avoir différents rôles.
Alors, typiquement, moi, j'ai joué la vieille vampire qui perdait le contrôle, mais peut-être chacun d'entre vous peut dire quel personnage Juste, il a... je voudrais rappeler que quand on a fait l'amorce, du coup, on a eu d'autres idées d'amorce, mais à chaque fois, en fait, personne se sentait capable ou l'envie de jouer en fait le rôle qui correspondrait à cette amorce. D'accord. Donc, du coup, on a réfléchi à d'autres amorces jusqu'à tomber sur cette amorce-là que quelqu'un se sentait prêt à jouer. C'est vrai que si Céline. l'amorce, c'est le extrêmement vieux vampire qui ressort des tréfonds et qui veut tuer tout le monde, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui se coltine le rôle d'être un vieux vampire qui n'a qu'une envie, c'est de tuer tout le monde. Ce qui n'était pas forcément ce qu'on avait envie de jouer à la table. Bien sûr. Ok, très très bien. Alors, tu décrivais ton personnage, Céline ? Oui, je disais que du coup mon personnage était une ancienne vampire qui avait perdu le contrôle et donc se nourrissait sur les humains et laissait des morts dans son sillage, donc ce qui faisait un petit peu un côté meurtre en série dans la ville de New York inexpliqué. Excellent. Maxime ? Alors, ce qui est rigolo, c'est par contre juste pour revenir, c'est que le jeu encourage à décrire en fait, à trouver des personnages qu'on se dit tiens, ce serait cool dans ce setting qu'il y ait ces personnages-là, et théoriquement à se les approprier après. Mais Céline nous a tout de suite fait remarquer, et moi c'est pareil, c'est ma deuxième partie, et je suis très d'accord sur le fait que c'est intéressant de trouver des personnages, mais de rapidement prendre la main en se disant moi j'aimerais bien jouer celui-là, pour éviter de se retrouver dans des situations de type voilà, on a trouvé un personnage hyper nécessaire pour l'intrigue, et en fait personne n'a envie de le jouer autour de la table, et là on est bloqué. C'est quelque chose Céline. que moi j'ai constaté parce que j'ai appris à jouer avec Simon Peterson alors en ligne, donc c'était un petit peu différent. Et lui, il va très loin dans la création en commun, c'est-à-dire que quasiment toute la relation map, il l'a fait où tout le monde co-crée en fait tous les personnages et les liens qu'ils ont entre eux. Et à la fin, on se distribue les personnages. Moi, ce que j'ai pu constater en jouant avec les gens autour de moi, parce que du coup maintenant j'ai fait 3 parties avec des gens en France, c'est que en fait on apprécie de pouvoir s'approprier le personnage relativement tôt et du coup pouvoir vraiment le colorer chacun d'entre nous à sa sauce. Et en fait on a un petit peu du mal à garder la co-création loin, donc du coup j'invite les gens à se saisir du personnage à un moment où ils le sentent plutôt que de pousser loin et ensuite que chacun se sente mal à l'aise face aux personnages qui sont sur la feuille et pas l'impression qu'ils puissent les prendre en main. D'accord, très intéressant. Max, ton personnage peut-être ? Moi je jouais Michael McCormick, un humain au milieu de tout ça. Un humain, un vieux journaliste de 50 ans, non pas désabusé, mais qui fume un peu trop, qui boit un peu trop et qui va se retrouver impliqué dans des histoires de vampires qui vont le dépasser un petit peu largement. Ça me dit quelque chose, Michael McCormick, c'est un nom de quoi ça ? C'est un nom standard. En fait, on a tous pris des noms d'anges. Ouais, donc il y avait Séraphine, Michael, donc, Séraphine, Gabriel. c'était le personnage de Céline, pardon. Et pas toi. Flavie, ton personnage ? Moi, j'étais Gabrielle. J'étais une chasseuse de vampires. Et ce qui était cool, c'est que je voulais déjà le jouer en drama à mort. J'ai dit, non, mais personne, aucun humain ne veut m'adresser la parole. Et on m'a dit, non, mais il y a des listes, en fait, il y a des souffrances. Ouais. Et j'en ai une qui était en gros exactement ce que je voulais faire. C'était la souffrance de la vanité. En gros, quel que soit ce que tu veux et comment tu t'adresses aux humains, ils ont tous les boules de toi, ils te rejettent, limite ils te jettent des pierres, quoi. Alors même quand tu essayes de les aider, genre t'apportes un bout de pain à un enfant, il prend le bout de pain, il fait attends, voilà. Et, d'accord. Donc c'était exactement ce que je voulais, donc c'était top. Et donc pour me libérer de ma souffrance, il fallait que quelqu'un devienne mon ami, mais un humain. Et si ça avait lieu, alors elle cessait d'être chasseuse de vampires et elle redevenait simple humaine. Parce que les chasseurs de vampires le sont parce qu'ils ont une sorte de malédiction, en fait. D'accord. Donc du coup, c'est la tension pendant tout le truc. T'es là, putain, j'espère que l'humain va pas devenir mon ami tout de suite, sinon je suis foutu. Romuald, tu jouais quoi comme personnage ? Et j'étais Riccardo Ezzoni, un Italien, un jeune vampire qui profite en fait de la situation pour essayer de faire grimper un peu ses ambitions et un peu le chaos qui est créé par l'autre vampire, et qui en même temps a un côté très philanthropique qui est très connu, qui est une figure très connue de la ville, et qui en fait essaie de trouver des compromis entre les humains et les vampires, qui avait un peu c'est un profiteur ambitieux et en même temps il essaie de le faire selon lui pour le bien de tous. Très très bien, ok. Donc voilà, 2 vampires, un chasseur de vampires et un humain. C'est ça. Une fois qu'on a créé les personnages, chacun d'entre eux doit avoir un lien de cœur et un lien de couteau avec un des autres personnages. Donc les liens de cœur sont des liens positifs, de l'ordre de j'admire machin, je suis loyal, je le respecte, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il m'aime, je l'aime.
ce genre de choses. Et les liens de couteau, c'est des liens négatifs, plutôt de l'ordre de je souhaite posséder, je souhaite trahir, détrôner, soumettre, tuer, je déteste, enfin vraiment des choses comme ça qui sont en fait autant d'accroches dans la partie pour agir en fait et interagir avec les autres personnages. C'est d'une simplicité déconcertante, mais le résultat doit être explosif. D'autant qu'on s'est tous mis 3 attaches au final, à chaque fois, je crois. Non, seulement 2. Alors, Parce que là, c'est juste un tellement cœur et un parallèle, Ouais, c'est génial. Alors, ouais. c'est le minimum qui est proposé. Après, rien n'empêche d'en rajouter. Et ce qui est conseillé dans le livre, c'est si jamais on se rend compte qu'il y a des personnages qui sont isolés, d'en rajouter pour qu'ils soient eux aussi au cœur de la préparation. C'est aussi conseillé d'éviter de mettre des liens de l'ordre de « je veux fuir » quelqu'un, parce qu'en fait, c'est pas du tout moteur de jeu dans la partie. Donc, c'est vraiment fait pour être moteur de jeu dans la partie. Et l'objectif de ce plan de relation, c'est de créer une situation initiale. Ça veut dire que derrière, il y a de l'évolution en jeu et on n'est pas bloqué par ça. C'est vraiment juste pour donner le premier élan quand on commence le jeu. Au niveau de la temporalité, c'est un jeu qui peut se dérouler sur plusieurs années ou alors c'est vraiment on joue à un instant donné, c'est très court C'est variable. comme on veut, comme ça se joue en Quand scène. tu cadres une scène, tu peux cadrer un truc 1000 ans plus tard ou non, t'as pas le droit. Alors ça se joue en tue les scène. Il y a donc un on humain peut... impliqué, c'est un peu con. Ouais, Ah oui, c'est c'est ça. vrai, C'est en fait, pardon. ça pose problème vis-à-vis des humains en termes de temporalité si on fait passer trop de temps. Très bien. Un truc qui est compliqué, c'est de faire des retours en arrière, puisqu'en fait, les mécaniques font qu'on est plus ou moins affaibli, et donc du coup, dire « Ah, bah on va jouer une scène d'il y a 20 ans, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des jetons qu'on a devant nous, qu'on a récupérés sur les dernières scènes ?» Donc a priori, c'est plutôt linéaire. Par contre, rien n'empêche les ellipses, et à nous de nous mettre d'accord. Nous, on a fait des ellipses de l'ordre de la journée ou de quelques jours au maximum. On a joué la partie sur peut-être une semaine, je pense, quelque chose comme ça. En fait, vu la Normal. thématique du meurtrier en série, c'était plus approprié de garder une intensité assez courte en termes de Ouais, temporalité. bien sûr, ouais. Et donc je pense que naturellement, on s'est tourné vers ça, avoir le moins d'ellipses possible. Et finalement, les scènes s'enchaînaient d'un jour à l'autre ou d'une après-midi à l'autre, quoi. Maxime Et je pense que le jeu oriente forcément vers ça parce que tu pars d'une situation problématique, tu es là pour jouer du drama et des relations intenses. Ça peut pas traîner en fait. Moi j'ai eu cette sensation là on est encouragé à chaque scène à y aller. On met les trucs sur la table vite et en fait ça va mener à une résolution. Ça prendra peut-être quelques jours, peut-être une semaine ou 2, mais je me vois pas faire traîner ces problèmes là sur des plombes parce que ça perd en intensité alors qu'on est là pour l'intensité. Très Ce bien. qui est à voir, c'est que le Céline. jeu peut être joué en plusieurs parties, voire en mini-campagne, auquel cas on crée un petit peu différemment les liens et on les déroule aussi sur un temps potentiellement différent. Mais c'est vrai que sur une partie courte, on a intérêt à faire monter les enjeux assez vite et donc du coup à faire ça sur un temps court. Excellent. Romuald, quand on parlait tout à l'heure des cœurs et des couteaux, tu voulais prendre la parole. Je t'ai vu rapidement prendre le micro. Je voulais juste dire que ça marche super bien. Ouais. Moi, j'ai trouvé que le système était très efficace. Tu veux dire, alors là, quand tu t'es fait la réflexion, wow, ça fonctionne super bien, c'était avant le repas ou après le repas pendant la partie? Un peu les deux. Voilà, c'est ça. C'est important parce que parfois, moi j'ai vu des jeux dans lesquels au début, la préparation, les idées, les moteurs fonctionnent super bien et pendant la partie, ça donne rien. Donc c'est pour ça que je te pose la question. En fait, la carte relationnelle permet vraiment de se mettre dans la peau assez rapidement de quelque chose, d'un dilemme moral, d'un conflit, d'un problème émotionnel, et donc de se projeter aussi vers les autres personnages très facilement. Et en fait, dans la partie, dès les premières scènes qu'on va mettre en place, c'est ça qu'on crée en fait. C'est ces flèches-là qu'on crée entre différents personnages, qu'on met en scène directement. D'accord. Donc en fait, c'est une source d'inspiration très facile d'accès. Flavie. Et puis pendant qu'on crée en fait ces flèches, en fait on se regarde et naturellement on se dit ah ouais ça pourrait amener telle scène et en fait au fur et à mesure de la création des flèches tu te rends compte qu'il y a plein de combos en fait qui vont pouvoir se faire, genre ah mais toi tu pourrais forcer machin à faire tel truc pour qu'il se passe ensuite telle scène pour que tu réussisses à faire tel truc, et en fait tu commences à mine de rien déjà à te projeter sur la fiction qu'il va y avoir au moment où tu crées la map. Donc ça l'oriente quand même beaucoup. Alors c'est pour ça que je posais la question, parce que dans les jeux dans lesquels on se projette beaucoup sur la fiction, il arrive parfois qu'on soit frustré ou alors que ça se dégonfle. Je me souviens notamment d'un jeu qui s'appelait Sur les frontières qu'on avait testé ici, où en fait
le début du jeu était passionnant, on mettait en place toutes les situations et tout ça, et aller jouer, en fait, comme on avait tout mis en place en amont, il n'y avait pas tant de choses à jouer que ça, et donc on s'était un peu ennuyé sur la fin de la partie. C'est pour ça que je dis ça. Le Maelstrom, on avait dit alors que le Maelstrom, les réflexions avaient lieu avant que la partie ne débute. Donc je me méfie toujours un peu de ces relation maps parce que ça peut aussi engendrer ensuite des frustrations dans la partie. Et là, ce que vous me dites, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'au contraire, ce sont des couleurs sur lesquelles on va construire en fait les situations initiales, les scènes, et sur lesquelles on va s'appuyer pour lancer la partie, tout simplement. Alors, ça dépendra peut-être des parties, mais nous, en fait, ça a été assez rapide de la mettre en place, la relation map. On est tombé d'accord, on a trouvé des choses qui nous plaisaient. Et ça reste des informations qui sont suffisamment floues et vagues et pour qu'on puisse s'y projeter un peu chacun à notre manière. Sans forcément trop prédire tout ce qui allait se passer, et aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est pas figé. Céline, ce qu'a dit Céline. Ouais. Je rappelle que quand on dit dans un micro ce que tu as dit, les auditeurs ne voient pas qu'on pointe du doigt la personne. C'est pour ça que parfois je me permets de rajouter ce que tu as dit, Céline. Sauf que bientôt, comme les émissions seront diffusées sur Twitch en direct, vous pourrez le voir en exclusivité. Ah non, pardon. Non, fake news, ça fake risque news. pas d'arriver. Céline. Oui, du coup, moi j'en suis à 5 parties. Et pour l'instant, il y en a une qui s'est moins bien passée, mais je pense parce que le problème a eu lieu au niveau de la création de la relation map, et même avant, où en fait les gens n'étaient pas complètement d'accord. Et c'est à ce moment-là où il n'y a pas eu un bon accord des violons, et je pense que c'est ça qui a posé souci. Mais j'ai pas eu le cas de c'était incroyable au moment de la création, et ensuite derrière, il n'y avait rien qui se passait. C'est assez bien dispatché en fait. La création lance des trucs, lance des idées. Mais dans la partie, il y a toujours des choses surprenantes, imprévues. Et en tout cas, j'ai pas encore eu de joueur qui est revenu en me disant mais j'avais prévu toute l'histoire et du coup, ça s'est pas passé comme j'avais prévu et c'était moins bien que mon scénario solo, quelque part. D'accord. Ce que j'avais imaginé. Ouais, je trouve que ça encourage Maxime. à avoir des idées. C'est-à-dire, genre, je me dis, ce lien me donne des idées de dynamique plus que de scènes particulières. Je peux avoir des idées, mais c'est plus des répliques qui vont me venir en tête ou... Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... J'ai déjà plaisir à avoir imaginé ça. Ça peut arriver dans un autre contexte. Et c'est suffisamment léger pour pas être frustrant. On n'est pas arrivé... J'ai pas eu le temps de me créer un scénario solo, en fait. Je ne peux pas avec ces éléments-là. Ou si je fais ça, faut vraiment le chercher, quoi. Là, faut chercher la frustration, je pense. D'accord. Flavie, tu voulais intervenir ? Et puis, en fait, quel que soit ce que tu vas imaginer, il y a quand même un système d'escalade, le diable, qui fonctionne extrêmement bien. Donc, quel que soit ce que tu as imaginé, ça va être pire. Alors, on peut peut-être expliquer ça. Alors, en fait, quand on joue des scènes avec des vampires, en fait, il y a... Maxime passe derrière Maxime Flavie et est lui en train chuchote de me à son faire le oreille. diable. Ceux qui ne jouent pas, en fait, peuvent se déplacer pour aller chuchoter à l'oreille des vampires. Il joue le diable, donc il lui dit pour qu'il soit puissant, ce personnage, on va lui conseiller des choses. Et en fait, si t'es pas d'accord, parce que c'est trop dur, en fait, le vampire prend un jeton. Mais quand il est d'accord, juste il fait. Et là, ça, tu peux rapidement avoir une vilaine escalade qui monte. On fait tous typer la cellule. Et moi, j'adorais quand Maxime le démon. faisait. C'est Maxime, il avait les mimiques et tout. Il restait derrière en mode... C'est vraiment un rôle que je trouve très très drôle à jouer. En plus, quand tu joues humain, dès qu'il y a les scènes avec les deux vampires, tu te frottes les mains en te disant je vais voir qui. Et c'est une mécanique. Moi, j'ai joué vampire sur ma première partie et là, j'ai joué du coup humain. Quel intérêt on a à suivre les conseils du diable, Ne Maxime ? pas être affaibli. Parce qu'en fait, quand le diable, si tu refuses un ordre du diable, tu prends un jeton d'affaiblissement. Ah, d'accord. Et si tu es affaibli, contre les gens du même niveau que toi, tu es en dessous dans l'échelle de prédation. Mais surtout, plus grave, le jour où tu as besoin d'outrepasser la chaîne de prédation pour battre quelqu'un de plus fort que toi, genre je suis vampire, je veux battre la chasseuse de vampires, et ben ma seule solution, c'est de faire appel au diable. Si je n'ai aucun jeton d'affaiblissement devant moi, le diable est obligé de venir à mon secours. Et je vais battre cette chasseuse de vampires. Alors, à sa façon, et sans contrôle, mais il peut pas me faire un petit... Battre, Mais- ça veut dire vraiment tuer, je veux dire. Ça dépend. Non, du diable. ça veut dire accomplir son objectif, qui est un objectif violent. Ça veut dire si on veut être maîtriser physiquement quelqu'un, lui infliger des dommages ou aller jusqu'à le tuer, on peut faire appel au diable pour ça si on est moins fort que l'adversaire dans la chaîne de prédation. Par contre, si on a des jetons,
le diable peut refuser d'aider. Et en fait, on a pris les jetons en refusant d'obéir au diable. Donc c'est un retour de bâton où le diable dit « Ah, tu m'as pas écouté ? Ben, tu vas te débrouiller tout seul et peut-être que la prochaine fois, tu auras appris tes leçons et quand je te conseillerai quelque chose, tu le feras. » Et puis il y a aussi le plaisir de la Excellent. convergence narrative ou psychologique, je ne sais pas, de se dire il y a une voix qui me susurre à l'oreille, Oui, bien sûr. c'est le cas. Bah, je peux essayer d'y résister pour aller à autre chose, mais il y a un plaisir en tant que vampire à juste se laisser driver par cette puissance en fait qui vient te susurrer à l'oreille. C'est Évidemment. Romuald, les têtes que tu faisais quand les autres te murmuraient des trucs. Alors du coup, moi, je pouvais pas voir quand je te murmurais ta tête. Mais il y a des moments où tu sais, ça faisait l'écarquillement des yeux, genre non, ah si. Et bon, il y a des moments où tu as refusé, mais tous les moments où tu disais oui, où je voyais bien le mini sourire, genre on va faire ça. Et c'était priceless. C'est-à-dire que ce qui est très drôle en tant que diable, c'est que dès que le vampire essaie d'être conciliant, tu viens derrière lui et tu lui dis non mais et puis quoi encore, tu vas pas t'abaisser à ça, tu vaux plus que ça. Non mais c'est pas une humaine qui va te dire quoi faire. Et puis quoi encore. Non mais et tu le brosses dans le sens du poil tout en l'humiliant un petit peu. C'est vraiment, je trouve que la relation la plus toxique du jeu, c'est la relation du diable avec son vampire quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les vampires, mais Romuald, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui, alors je suis d'accord avec la relation toxique, mais en fait ce que je trouve la vraie force du diable, de l'existence du diable, c'est de relancer une forme d'inspiration et de nouveauté dans ce qu'on joue. Parce qu'en fait, ce qu'on joue, on a une idée du personnage qu'on veut jouer, on a une projection de ce qu'on va en faire dans la partie. Bien sûr. En fait, le diable, il vient en permanence changer ça. Et pas uniquement parce qu'il y a un autre personnage qui intervient et qu'il a une intervention qui nous surprend, parce que nous, on est poussé au changement. Et on est game du coup changer. poussé à se dire comment mon personnage il évolue, comment il réagit à quelque chose qu'on lui a demandé de faire, et qu'est-ce que ça change chez lui en fait. Céline, tu voulais rebondir ou pas? Non, je voulais ajouter un synonyme pour dire que le diable propose une nouvelle pente qui n'est pas celle qu'on avait peut-être prévue pour le personnage. Excellent. Alors moi, ce que j'aimerais bien maintenant, à ce stade, c'est un exemple concret de scène que vous avez vécu pour voir comment ça se passe avec le diable, par exemple. Non, c'est tout le temps, en fait. C'est compliqué. À partir du moment où il y a un vampire qui est présent dans une scène, il peut y avoir un autre joueur qui se lève et qui vient chuchoter à l'oreille du joueur du vampire. Donc en fait, ça a eu lieu beaucoup. ouais, pardon. Ouais, Un oui, exemple d'accord. typique, c'est la scène où vous êtes tous les deux vampires en train de discuter et de négocier, je pense, les conditions de... Donc la vampire qui commet des meurtres en série, Ouais. l'autre vampire dit maintenant, il faut que tu te calmes, je te fournirai de la bouffe si tu veux, mais faut pas que tu les tues. Et elle dit ok, pas de souci. Donc il négocie, elle dit ouais, bah tu me fournis à bouffer ce soir. Et elle dit mais d'abord tu le goûtes. Et moi en tant que diable, je suis dans l'oreille du vampire et je lui dis tu vas pas juste la goûter quand même. Vas-y, bois goulûment. Et là, je lui donne, bah vas-y, tue-le, c'est un ordre. Genre, vraiment le diable qui dit, bah bouffe-le intégralement devant elle, Alors que... alors qu'il est censé n'en il est goûter qu'un censé bout. N'en goûter qu'un bout, ouais. Ok. Et là, lui, Et il la prend un jeton. convaincre d'arrêter de tuer des gens. Au c'est-à-dire- passage, il y perd s'il fait. Du coup, lui, il prend un jeton. Ouais. Et pour refuser l'aide du diable, du coup, le diable retourne se rasseoir. Mais il a quand même dit qu'il en avait bu un peu trop. Et elle, il a quand même eu les emmerdes sans avoir eu le bénéfice. Mais D'accord. sur des situations, voilà, toi, tu te dis, bah, je vais juste goûter comme prévu. Et là, t'as quelqu'un qui vient te dire à l'oreille, non, il est très bon. Voilà. Vas-y, bois en plus. Vous savez, c'est très important cet exemple parce que ça me permet aussi de voir le type de scène qu'on joue, mine de rien, parce que jusqu'à maintenant, c'était très... C'est comme éthérique. quand Céline, tu joues avec Maxime et que, bon, tu sais quand même censé être quelqu'un que tu as aidé toute sa vie, etc. Et que je te murmure à l'oreille, ils sont vraiment très bons. Oui. Vraiment, ce serait bien. Donc on rappelle que Domine-le. Céline est une vampire et que Maxime est un Domine-le. humain. Et là, je te vois prendre le truc, genre, oh, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Oui, il y a cette utilisation-là, oui. Il y a un plaisir quand on a comme ça le... Alors, en fait, on a le Céline. diable qui chuchote à l'oreille du joueur. En tant que joueur, on est un petit peu perturbé dans la conversation, en fait. Il y a un certain plaisir à le laisser transparaître, plus ou moins, à montrer dans la fiction qu'on est impacté. Par exemple, moi, ça pouvait être... je regarde le verre de jus de tomate vide et j'en cherche encore quelques gouttes au fond ou des choses comme ça. Et ensuite, à manifester très clairement le fait qu'on a dit non
presque en fait le joueur du vampire peut parler comme s'il parlait au diable. Les autres ont juste l'impression qu'il est complètement fou, mais en fait il y a moyen de faire transparaître un petit peu les interactions qu'on a avec le diable. Et bon, les autres personnages ne savent pas ce qui se passe, mais les joueurs en face se régalent en fait des interactions. Et d'ailleurs, je crois que c'était particulièrement manifeste pour moi sur cette partie où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder les scènes dans lesquelles je n'étais pas et à voir les interactions entre les autres joueurs. Les moments en tant que spectatrice étaient particulièrement savoureux. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé vous regarder jouer, en fait, aussi. Maxime. Moi, en tant que joueur, j'ai vraiment aimé. J'aime incarner le diable parce qu'il y a le côté, je joue carrément. C'est pas juste, je suis une voix à son oreille. Je joue corporellement. Le fait d'être un diable qui réagit, qui fait des mimiques en mode ah là c'est bien, ça c'est mon vampire, ça c'est mon champion, ou qui fait la gueule quand il y a un truc qui se passe pas ou qui se lève et qui est là genre non mais puis quoi encore, et puis je dis rien, je suis derrière lui, mais je joue aussi pour les autres joueurs. C'est très méta parce qu'en théorie il y a que le vampire qui est censé me voir et il y a des moments en fait il est le seul à ne pas me voir et c'est les autres qui ont accès au jeu. Et moi je sais pas si c'est prévu par le jeu, mais je trouve ça assez cool. Je vois la situation. Je pense pas que ce soit prévu par le jeu, mais du coup c'est l'occasion pour moi de dire que quand j'ai joué avec Simon Peterson, on a joué en ligne, tout simplement parce qu'il est en Suède et que ça faisait un peu loin pour jouer en présentiel. Et en fait, quand on joue en ligne, le processus qui est proposé, donc on joue sur Discord, c'est qu'en fait tous les joueurs mutent le joueur qui fait le diable, à part celui qui l'entend à son oreille. Et donc ça fait qu'en fait c'est très différent puisque c'est vraiment de la surcharge pour le joueur qui a le diable qui parle à son oreille, parce qu'il entend à la fois la conversation des autres joueurs à laquelle il est censé participer, parce qu'il est dans la scène, et à la fois le diable qui lui parle. Le diable entend tout le monde et donc peut choisir les moments où il intervient. Par contre, les autres joueurs savent pas quand le diable parle. Et donc, en fait, eux n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe et ont vraiment le côté, des fois, le joueur ne répond pas, parce qu'en fait, il est en train d'écouter le diable et... Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu nous parles plus ? Ça doit fonctionner nettement moins bien. Non, parce que ça peut être pris aussi dans la fiction, en fait. Regarde-moi, Arthur, arrête de regarder dans le vide. Tu me parles plus depuis 10 secondes, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je t'ai posé une question. Okay. Donc tu peux jouer sur ça aussi. Mais ça fait un jeu très différent et effectivement, il n'y a pas la possibilité d'observer le diable comme on peut le faire typiquement avec Maxime qui le joue particulièrement. Ok, très bien. Et enfin, qu'est-ce qui se passe, Arthur ? Réponds-moi. Il écoute son diable, là, Romaric. C'est ça, exactement. Peut-être on parle un peu de la fiction qu'on. En speed, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, en fait. Je l'ai dit au début, mais ça fait plaisir de voir un jeu de rôle qui manie cet héros, ces Thanatos, sans se prendre la peau de banane, en fait. Et trop souvent, ça vire soit l'un, soit l'autre, et là, il y avait vraiment une recherche du drama. Le Play Toulouse de Romuald, il était juste priceless, quoi. Désolée, mais c'était trop bien. Tu t'énerves, t'es en train de détruire tout ce que tu veux, on te retrouve, t'es bourré, t'es dans le caniveau, t'arrives même pas à être aimable à ce moment-là quand on vient de tendre la main. Enfin, non, j'ai trouvé ça super. Enfin, ces moments, en fait, aussi où, vu que les archétypes sont très marqués, et qu'on est beaucoup dans un stéréotype finalement, mais qu'on va pouvoir s'approprier. Souvent, en fait, quand on va jouer, il y a toujours entre guillemets 10 minutes où on se regarde en chien de faïence, genre je sais pas, qu'est-ce qu'on joue, je sais pas, je suis un peu gênée. Et là, il n'y avait pas ça en fait. Vu que les archétypes sont assez forts, tu fonces directement dans ce que tu es venu chercher et le jeu te permet de l'avoir en fait. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. C'est, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rentrer dedans à ce point-là ? Pourquoi, en fait ? Je dois admettre que j'ai trouvé que ça avait particulièrement bien marché sur cette partie-ci. J'ai l'impression que ça a participé, le fait que vous ayez tous beaucoup d'énergie, que vous ayez mis beaucoup d'expressivité dans la façon de jouer. Je pense qu'un autre point qui est important et qui, là, j'ai retrouvé dans toutes mes parties, c'est qu'en fait, entre les scènes, il y a toujours moyen de recalibrer et de voir exactement ce qu'on cherche. Et en fait, c'est un moment où il y a une personne qui est responsable de la scène suivante, mais en réalité, assez vite, ça se fait une sorte de petite discussion de qu'est-ce qu'on aimerait voir comme scène suivante, qu'est-ce qui nous paraît le plus intéressant, quel personnage on a envie de voir interagir dans la scène. Et en fait, ces petits moments de recalibrage réguliers, je pense que ça participe aussi du fait qu'on arrive à avoir une harmonie plus forte dans le jeu et donc du plaisir du jeu.
Valentin, tu voulais intervenir ? Ouais, pour la mise en place efficace des scènes, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que il y a un responsable de scène, si je me rappelle bien. Ça, je trouve ça très intéressant, c'est de dire quelqu'un va cadrer la scène, va avoir la responsabilité de dire j'aimerais bien que ce soit ça qui se passe, mais en fait concrètement, dans la partie, on en discute, on négocie, en fait c'est une proposition quoi. C'est quelqu'un qui dit ouais, j'aurais plutôt envie de ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais du coup, c'est juste que ça organise la discussion. Il y a juste quelqu'un qui est leader de la discussion en fait et qui prend la charge de dire maintenant, je pense, enfin, c'est pas comme ça que ça se fait concrètement, mais vu que ça se centre sur quelqu'un, ça va beaucoup plus vite, c'est plus naturel en fait. Il y a quelqu'un qui va vraiment prendre en charge la structuration des scènes. Et souvent dans les jeux à narration partagée, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce problème que tu citais, Flavie, vu qu'on a tous la responsabilité et qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est là pas pour l'idée, pour animer, enfin pour prendre la charge, on se fait beaucoup de politesse, c'est normal aussi, mais le jeu permet d'accélérer, de fluidifier peut-être arbitrairement en disant que quelqu'un doit l'idée quoi. Maxime. Là, pour le coup, paradoxalement, le coup du leader ou de la leaduse de scène, on était comme à chaque fois quasiment, on était perdu, on savait plus du tout à qui c'était de l'idée. Et il y avait un côté de quelqu'un propose et encore, on était très dans le côté partagé de ce serait bien qu'il y ait telle scène et on sait même plus qui a proposé et c'était qui le leader. Et c'était plus, une fois qu'on dit il y a tel personnage et tel personnage, c'est plus les interprètes des personnages du coup qui cadraient la scène parce que c'était qu'est-ce qu'ils trouvent être le plus cohérent vis-à-vis de leur personnage. Mais je suis quand même d'accord avec Valentin que, en fait, alors moins sur la fin, parce qu'effectivement, on avait un peu plus perdu à qui c'était le tour. Mais en tout cas, au début, au moins, le leader, il organise la discussion et il demande aux joueurs est-ce que ça leur va de faire la scène, où est-ce qu'ils se verraient. En fait, il pose des questions de l'ordre de où est-ce que ton personnage se balade d'habitude, où est-ce que vous pourriez vous rencontrer. Et finalement, des fois, il cadre pas la scène, mais en tout cas, il demande aux joueurs et donc il organise la discussion pour positionner la scène, en fait. Et je suis d'accord que ça fluidifie. D'accord. Et ce qui fait que, pour revenir à la question de départ, qu'est-ce qui fait que le jeu marche si bien et que ça marche tout de suite ? Déjà, comme on vient de le dire, l'aspect scène par scène, ça permet, c'est une mécanique qui permet en effet de se dire on a fait tel enjeu à tel moment, on regarde la relation map, quel autre enjeu on n'a pas encore mis en scène, ou les conséquences de cette scène déclenchent quel enjeu, on y va tout de suite en fait. Le principe du jeu là à Drama, on n'est pas là pour tourner autour du pot. On va faire très peu de scènes d'ambiance, je trouve, très peu de scènes d'exposition, problématique, résolution. Voilà, on y va, on cherche. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de résolution, il y a juste des nouvelles problématiques qui émergent. Et à partir de là, on les règle. Genre là, première scène, l'enquêteur arrive sur les lieux d'un nouveau meurtre. Nouveau meurtre. Deuxième. Pardon, premier, il y a un nouveau meurtre. Le vampire, confrontation entre les deux vampires, en mode je sais quitter, je sais que c'est toi qui fais ça. Donc tout de suite, ils se mettent au défi, quoi. En gros. La chasseuse de vampires est présente dans la scène à la toute fin, on l'apprend, et donc elle a aussi été spectatrice de la scène. Et effectivement, deuxième scène, l'enquêteur découvre le journaliste découvre les morts, et donc en fait est lui aussi au cœur de l'intrigue. Et donc en fait, en deux scènes, et la chasseuse de vampires lui file tout de suite une info, quoi. Voilà. En plus, voilà, à la fin, la chasseuse de vampires arrive, elle me file une info directe, en mode va à ce bar, tu trouveras des réponses. Flavie ne sait même pas ce qu'il y a dans ce bar, juste elle a eu cette idée-là pour donner du drama. Ou de l'idée ? Je sais pas. Non, j'avais pas l'idée. En fait, je me disais, elle l'a trouvé là, ça se trouve, c'est un bar où elle va régulièrement. Au final, c'est pas du tout ça. Moi, je me suis dit que tu pensais que ça allait être un bar où j'allais souvent, puis en fait, c'était le bar de Ricardo. C'était pas le mien. C'est le bar de Ricardo, c'est un bar à vampires. Je l'ai envoyé se faire bouffer. Je suis là, il va peut-être pas en vouloir. En même temps, ça correspond à mon personnage. Et voilà, en fait, il y a eu aussi, il y a eu des bons moves comme ça de Flavie qui est juste, je donne un truc, mais je sais pas où ça va aller. Et c'est générateur, et après les autres s'en saisissent. J'ai pas d'autres exemples, mais ça c'était vraiment l'exemple que j'ai eu en tête, qui est que dans ce jeu, souvent tu files quelque chose, tu te donnes, et après les autres en font ce qu'ils veulent, quoi. Ça a été le cas dès le début aussi de Romuald, qui dit la personne qui a appelé la police, c'est moi. Et ça, tout de suite, ça met sur ses traces à lui, puisqu'en fait, en étant témoin, il est tout de suite impliqué en fait par le journaliste qui va le retourner le chercher. D'accord, ok. Donc c'est zéro enquête, zéro préparation des scènes, on va tout de suite droit au but. Là on est vraiment dans l'illustration typique du story now, quoi. Vraiment c'était l'archétype même du truc. Pas de discussion, l'histoire maintenant, tout de suite. Et puis en fait, comme t'es jamais seul dans une scène, du coup tu peux pas avoir de contemplation ni de moment où tu cadres, où il y a un peu d'ambiance, comme tu disais. Dès qu'on est à deux, en fait,
il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et si en plus il y a un vampire, il y a le diable qui va arriver en disant plus vite, plus fort, plus intense. Et du coup, en fait, ça monte assez vite finalement. C'est un vrai jeu d'escalade. Finalement, la scène la plus kikil de la soirée, c'est la scène entre les deux humains où on s'est ramassé du drama dans la gueule tous les deux pendant voilà. Et moi j'arrive et genre je suis là. Je viens de voir. En fait, tu es ce qui s'apparente à un ami pour moi, c'est de dire à quel point je suis seule, donc tu vas à fond dans le drama. Genre, l'autre il me propose de l'alcool et c'est vraiment la scène la plus tranquillou. Parce qu'il n'y a pas le diable qui est impliqué aussi. On est en plein Il n'y a jour pas d'escalade. et on papote quoi. Alors l'autre qui débarque, l'humain qui se méfie direct en mode mais tu m'as envoyé me faire bouffer chez des vampires, connasse. Et là, je te relance encore sur les trucs. Tu devrais faire ça, quoi? Cette personne-là est dans ton entourage? Enfin, c'est un vampire? Non! C'est du drama tout le temps. Les secrets sont exposés très très vite. En fait, il n'y a pas de rétention des secrets forte, puisque ce qui est intéressant, c'est pas les secrets et comment les découvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les secrets en sa possession. Comment on y réagit. C'est génial. Là, tout ce que j'entends, c'est exactement le Story Now, mais alors il y a tous les ingrédients. Je me souviens quand on parlait de la proposition Story Now avec Frédéric Sintès, vous venez de décrire absolument tout ce dont il me parlait pour obtenir un jeu narrativiste. Et ce qui est marrant, c'est que pour autant, moi, quand je vous écoute et quand j'écoute le récit de votre fiction, j'ai l'impression que vous étiez vachement dans l'esthétique, en fait, dans l'esthétique du drama, etc., etc. Est-ce que vous avez formulé des jugements moraux sur les autres? Vous avez trouvé qu'il y avait des salauds ou pas du tout ou... Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des jugements beaucoup. La chasseuse de vampires, elle arrive et elle est beaucoup en train de dire moi, en tant que vieille vampire, on m'a beaucoup dit t'es un monstre, t'as tué plein de gens, tu peux pas continuer à faire ça, il faut que je t'arrête, c'est pas possible. Donc il y a quand même beaucoup de jugements. La chasseuse de vampires s'est pas mal baladée en baladant. La chasseuse de vampires est là. Putain, est-ce que vous pourriez arrêter de manger des gens salement, s'il vous plaît, dans ma ville? Parce qu'en vrai, sinon, je vais devoir vous buter. Et il s'avère que j'arrive à un moment de ma vie où j'en ai un peu ras-le-bol de buter des vampires et que j'aimerais bien, genre, que les gens m'aiment bien. Et il s'avère que quand je passe mon temps à tuer des gens, ils m'aiment moins. Et du coup, je passe mon temps à aller voir. C'est mal ce que tu fais, vieux vampire. Toi, jeune vampire, ce n'est pas mieux non plus. Je vais buter un des vampires que tu viens de créer pour te montrer à quel point c'est mal. Donc en fait, il y a beaucoup de jugements. Il y a du jugement aussi, pour moi, en tant que vieille vampire, vis-à-vis du jeune vampire. Il y a un peu de mépris, en fait, des choses comme ça, de dire mais c'est parce que tu sais pas, t'as pas appris la vie, t'es encore trop jeune, tu fais n'importe quoi parce que t'as pas vécu assez longtemps. Donc je pense que le jugement, il est à plein de niveaux entre les personnages et il est beaucoup exprimé, en fait. Il y a des périodes très violentes entre les personnages. C'est facile de juger quand t'es au-dessus dans la chaîne alimentaire et que tu peux le bouffer s'il te saoule. Je t'avoue que quand t'es en bas de la chaîne alimentaire... Je sais pas si je vous ai beaucoup jugé. À part quand j'ai dit ouais, en fait, vous êtes tous pétés, quoi. À la fin, quand tu voulais faire exploser la situation. Ah, peut-être un petit peu. Mais tu vois, comme t'es caché derrière un stéréotype très fort, ça ne t'atteint pas. Je me suis fait la réflexion pendant qu'on jouait, en fait, que c'est tout à fait un jeu auquel tu aurais pu jouer. D'accord. Parce que y a pas ce côté jugement. Attaque à nominem qu'on peut trouver parce que du coup t'es vraiment caché derrière un canon esthétique très fort en fait et qui du coup que tu es là pour jouer dans lequel tu dois être jugé. Je veux dire, si personne n'avait dit au vampire c'est mal ce que tu fais, je me serais sentie un peu triste quand même parce que quand même c'est mal ce qu'il fait. Et c'est le principe, c'est vampire, c'est mon humanité, mon Dieu. Ça, à partir du moment où la mort c'est on a un vampire qui perd le contrôle, il y a forcément des gens qui vont essayer de l'arrêter et on part avec cette idée là que c'est pas possible que la situation continue telle qu'elle. Donc, les choses s'enchaînent et je suis d'accord pour dire que les paroles sont très violentes, mais moi, je me sens pas non plus jugée dans ma personne, en fait. Je me sens parfois dépassée par les arguments de la chasseuse de vampires, dire c'est mal. Oui, c'est vrai. Est-ce que je pourrais pas faire un petit peu mieux? Peut-être que je pourrais essayer de faire mieux, mais j'ai pas l'impression d'être jugée en tant que personne du tout. Oui, puis il y a les sas de décompression entre chaque scène aussi, qu'ont plusieurs, dont l'intérêt est surtout parce que quand c'est des scènes extrêmement intenses où t'es là, tout le monde retient sa respiration en mode oh putain c'est trop bien, mais c'est hyper bourrin, et donc quand la scène s'arrête, t'as tout le monde qui éclate de rire en mode c'était tellement de drama. C'est pour ça qu'on les voyait rire, Valentin. Du coup, ça permet de lâcher la pression et du coup, quel que soit ce qui a été dit, de se redire aussi attendez, on est là, on est tranquille, c'est un jeu de rôle.
Et c'était kiffant et intense. Ouais, c'est kiffant, intense. Et il y a un petit côté genre, c'était bon, on y retourne. Ah ouais, on y retourne. On fait quelle scène là ? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? Je voudrais du drama à tel endroit. D'accord. Romuald, tu voulais prendre la parole avant que. C'était juste pour rebondir sur le jugement. En fait, moi j'ai la sensation que j'ai tellement jugé mon personnage que, Alors ça, c'est important. Hein, pour le que narratif. j'en suis venu à un stade où le jugement des autres passait par mon propre spectre. Je me projetais en fait dans leurs actions par les miennes et je me demandais mais en fait quelle est ma place dans le jugement que je peux leur imposer. Et ça me mettait vraiment en perspective les problèmes et du coup j'avais un jugement qui était finalement assez neutre, enfin assez clair quoi dans ma tête. C'est intéressant. Je tiens à te remercier d'ailleurs parce que c'est la première fois que je joue une relation toxique en kiffant la jouer, je crois. Ouais. Ce qui est quand même, ça veut dire quand même qu'au niveau de la sécurité affective, on était nickel. Émotionnel, ouais. Et là, il y avait vraiment c'était vraiment hyper intéressant à jouer. Et le fait que jusqu'au bout, je me suis posé la question de savoir comment finirait la relation, etc. C'était hyper agréable en fait, parce qu'en plus, comme on est reliés tous à tout le monde. En fait, la relation jusqu'au bout, on ne sait pas comment elle va finir parce que ça va dépendre des décisions des autres, en fait. Et chaque scène dépend de toutes les décisions des autres. Donc, que ce soit même pendant que les autres jouent une scène, tu ne sauras pas quelle scène va être jouée tant que tu n'auras pas vu le bout de la scène des autres. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort, en fait, parce que très souvent, en fait, dans les jeux de rôle comme ça, tu te dis, bon, les autres jouent, je vais regarder. Mais du coup... tu perds un peu le fil et l'intérêt. Alors que là, comme du coup, tu peux pas savoir ce qui va pouvoir être joué tant que les autres n'auront pas fini et qu'en plus, c'est des scènes très intenses, mais juste, tu te régales. Et en plus, tu as ce petit côté pour que ça puisse continuer, il faut que tu suives vraiment exactement ce qui est en train d'être fait devant toi. Sinon, tu ne vas pas être capable de savoir quelle scène jouer après. Donc, ça maintient ton attention. D'accord. Maxime, tu étais 100% d'accord avec ça, tu haussais les mains. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je crois, mais j'ai perdu parce que D'accord, sinon c'est pas drôle. Attends, tu disais donc... Que, en fait, on pouvait pas savoir ce qu'on allait jouer jusqu'à la fin des scènes des autres. C'était les autres qui décidaient. Parce qu'en fait, tu dépends de leurs décisions et de ce qu'ils font, et que du coup, ça maintient ton attention pendant les scènes. Oui. Bah oui, je suis et entièrement d'accord. C'est aussi ce qui crée la surprise, j'imagine. Oui, et même dans là, je voulais raconter du coup une anecdote un peu drôle qui était sur l'autre partie qu'on avait faite, qui est que parfois, même la mécanique fait que tu n'as pas le contrôle sur le drama, quoi que tu veuilles dans ce jeu. Et bah, tu sais, c'est le moment, enfin, Céline a l'air étonnée, du coup je lui réponds. C'est le moment où, en tant que personnage, je dis, bah, je te protège et je ne veux pas que tu te fasses attaquer. Donc on avait eu cette situation-là où mon personnage, vieux vampire, venait de vampiriser un humain. Et du coup, il la protège. Et là, l'autre, la chasseuse de vampires, en face, dit bah, très bien, je m'attaque au personnage de Céline, jeune vampire. Et moi, je dis bah non, j'appelle le diable au secours pour qu'il me permette de sauver. Et là, le jeu me dit ah, mais non, mais t'es pas impliqué dans le conflit. Du coup, tu peux pas. Et là, tu fais genre ah. Et Céline dit bah non, bah moi, ça me va qu'elle me tue la chasseuse de vampires pour le drama. Et là, tu fais ah, quelle horreur! Le jeu t'empêche de prendre le contrôle. En fait, c'est un jeu dans lequel tu sais qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels tu n'auras pas le contrôle. Il y a trop d'autres personnes qui peuvent choisir de jouer et du coup, tu es dans la réaction. Beaucoup plus que dans Tu peux impulser des trucs, mais il y a trop de choses que tu vas subir. Du coup, tu n'as pas le temps en fait, de projeter une idée de où tu veux que ça aille. Et j'ai trouvé que c'était... Je sais pas comment il fait, mais le système est relativement minimaliste, mais tout ça marche très bien. Vous l'avez un petit peu évoqué, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences de cette espèce de rapport hiérarchique de domination dans la chaîne alimentaire là. Est-ce que ça a des effets concrets dans la partie et si oui, lesquels ? Parce que j'imagine que oui, mais vous les avez pas décrits. En gros, le vieux vampire peut défoncer la gueule aux vampires plus jeunes, qui peut défoncer la gueule aux jeunes vampires et qui peuvent tous défoncer la gueule aux humains, mais rien n'est plus badass qu'un chasseur de vampires. Donc, c'est une foule. Ah oui, une foule. Il y a la foule. On n'a pas du tout joué avec la foule. Et attends, ça veut dire que le chasseur de vampires, c'est pas un Shifumi en fait. Le chasseur de non, vampires, l'humain ne peut pas tuer le chasseur de vampires, désolé. Ce serait un peu con.
Bah si, le chasseur de vampires, il est... Non, l'humain ne peut pas tuer le chasseur de vampires. L'humain Donc, de base. est dominé de chez dominé. Ah ouais, il tout se le temps. fait pétave. L'humain est le plus dominé. En fait, l'humain, sa Ok. seule chance, c'est d'avoir un vampire ou un chasseur de vampires qui le protège. Il peut pas s'en sortir Ou tout de seul. faire une prière, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais les moves, en fait, correspondent à des mouvements. C'est vrai. Et en fait, quand tu Le décides... mouvement physique du joueur. Quand Des tu mouvements de décides Naruto des mains. de lancer un conflit, en fait, tu tends le poing vers quelqu'un. Quand tu décides de dominer, tu fais le geste du Hellfest du métal, mais enfin vers quelqu'un. Quand tu cornes du appelles le diable. diable, tu fais le Hellfest vers le haut. D'accord. Et quand tu es l'humain et que vraiment tout part en live autour de toi, tu peux joindre tes mains, faire une prière et avoir l'air méga fragile pour que tout le monde s'extasie en disant « Oh, la beauté fragile de cet humain qui va bientôt décéder !» Ouais, donc du coup, ou pas, justement, Ouais. parce que charmé là, par sa beauté fragile, On le n'a pas, vampire eu, hésite. on n'a pas eu à l'utiliser. Il n'y a eu aucun appel au diable à notre partie et aucun moment de grâce, ce qui est quand même assez particulier. Ok, mais, mais- vous répondez pas à mes questions. mais Céline. Bah désolé, c'est toujours Non, pas non, pour répondre à la question, c'est ouais. pour poursuivre, mais une tension. En fait, il y a eu beaucoup de moments où moi j'ai senti qu'on était sur le fil du rasoir et que en fait ça pouvait déraper à n'importe quel moment. Et en fait, on s'est maintenu sur le fil du rasoir une bonne partie de la partie, y compris lors de la scène finale où on est vraiment pareil resté sur le fil du rasoir et où n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire déraper la situation et que ça se termine en carnage avec la moitié des personnages qui meurent dans la scène finale. Ça C'est pas répond à ma scalé. question. Ça m'a répondu à ma question parce que le fait Mais- qu'il y ait des rapports hiérarchiques de prédation, ça fait qu'on peut partir. On sait que si on lance un conflit, on gagne, donc on est tenté de le faire. Sauf le diable. Sauf qu'on peut toujours perdre le conflit parce que l'autre peut faire appel au diable en fait derrière. Et sinon, moi, ce que ça faisait en tant que vieux vampire, j'étais plus forte que les jeunes vampires et que les humains. Et en fait, j'ai pas hésité à malmener Romuald, qui était jeune vampire, en me disant, de toute façon, à part s'il fait appel au diable, il peut pas vraiment se défendre. Et donc en fait, j'étais beaucoup plus prudente quand j'étais face D'accord. à la chasseuse de vampires. Ouais, moi, Ça j'avais répond. plus de respect. Ça Parce répond à ma que là, question. je risquais beaucoup plus et qu'en fait, je pouvais pas la maîtriser, sauf si moi, je faisais appel au diable. Donc je retiens deux choses de ça. Qu'il y a un rapport de domination clair entre toi et Romuald parce que tu savais que tu étais dominante. Ça, c'est très intéressant parce que ça pose la toxicité des relations. En fait, moi, je pensais que c'était ça que vous alliez me dire. C'est que ce système de dominant, dominé, clairement dit avec les chaînes de prédation créait la toxicité des relations. Alors Parce que- oui, mais pas dans Parce que- toutes, parce que par exemple, vis-à-vis de l'humain que je voulais protéger, moi, j'ai Hmm. justement refusé en fait tous les appels de pied du diable de le contrôler. Et à l'inverse, j'ai vraiment fait ce que je pouvais pour pas vis-à-vis de l'humain Ok, l'écraser d'aucune sorte, d'aucune manière en fait. d'accord, Oui, très puis bien. on c'est a complexe. nous-mêmes rajouté de la toxicité en plus, en fait. On a... Parce que Et- la relation entre le personnage de Romuald et mon personnage, elle est toxique à un point. On vient de se séparer parce qu'évidemment, en tant que chasseuse de vampires, qui a la souffrance de la vanité, bah, personne veut me parler chez les humains, donc je me retourne vers les vampires, hein, puisque eux, ils acceptent. Donc évidemment, je suis sortie avec un vampire. Oui, mais ça, c'est pareil. Et- Tu peux le faire parce que tu as un rapport de domination Exactement, positif et avec que lui. du coup, et lui, il veut me récupérer, et du coup, D'accord. c'est le seul qui se permet de me manquer de respect, mais comme je suis encore amoureuse de lui, j'ose pas lui répondre parce que je suis encore bien gentille, même quand tu me craches dessus. Et non, on n'a pas besoin presque, on en a rajouté, hein, c'était toujours moi- pas assez. Bah moi, ce que j'écoute là, ce que j'entends, c'est que je pense que vous en aviez pas conscience, mais je pense que ces rapports de domination et de prédation, en réalité, ils ont joué un grand rôle dans la partie. Et que là, en fait, Attends, moi je peux te le dire en tant qu'humain. hein. oui, mais bien sûr. En tant que personne qui à chaque scène est face à quelqu'un qui, s'il Voilà. le décide, me tue. Maxime. Je peux te dire que la dernière partie que j'avais fait, j'avais joué un vampire âgé. Là, quand j'ai joué humain, j'ai senti la différence. hein. Ok, il y a personne qui vient te susurrer à l'oreille, mais tu peux même pas appeler un diable pour te sortir de la merde s'il y a une merde. T'es vraiment seul. Première scène, le premier vampire. En plus, il utilise la domination, donc il prend le contrôle de mon personnage, il me fait faire ce qu'il veut. Ok. Donc il aurait pu me tuer direct et je l'ai bien senti. J'étais vraiment en tension forte. Alors, Genre, ça, c'est hyper important. bah, quand je suis même face à la chasseuse de vampires
qui essaye d'être sympa mais de manière maladroite, je me sens quand même menacé. Elle me sort un flingue au bout de 15 secondes de scène. C'est pour te le montrer. Oui, bah, Il est c'est joli. pas Tu très- demandes comment En fait, je tue les C'est vampires. marrant, les gens qui dominent n'ont pas conscience de leur rapport de domination et ce sont les gens Non, mais dominés c'est qui fait restent. volontairement. Si, 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 c'est si, fait il y a de la volontairement. C'est conscience. comme j'ai la souffrance de la vanité. J'estime que mon personnage est totalement incapable de jouer de la socialisation correcte. Et voilà. Donc Et- du coup, je fais que des trucs maladroits. Tout ça me fait Et pour furieusement terminer, ouais, penser à Dog Eat Dog. hein, ouais, le vraiment. bilan de mon personnage à la fin, c'est qu'il finit par craquer romantiquement sur le vampire âgé parce que c'est le seul personnage qui s'est retenu et qui s'est toujours comporté de manière normale, voire Comme égalitaire quoi, les avec bonnes lui. manières, ça paye. Bah, et qui a retenu, qui a pas agi de manière dominante en fait avec lui. Oui, alors que l'histoire est totalement. Fucké un peu. Bien, c'est quand même elle qui a tué ton papa. Après, se l'est tapé. Après, alors qu'elle l'aimait. Ouais, d'accord. Ok. C'était il y a longtemps, de l'eau a coulé sous les ponts. Ouais, du sang a coulé sous le pont. Romuald. Mais il y a un vrai phénomène de chaîne alimentaire en fait. Mais oui. De sensations un peu terrifiantes quand on se retrouve face à son supérieur en fait de domination Bien sûr. et à laquelle on essaie de trouver à tout prix des alternatives Ouais. pour s'en échapper ou pour le battre ou pour le séduire ou pour et en fait on est en permanence dans ce drame de la position. Moi j'étais vraiment dans une position au milieu en fait. Je dominais des humains. Je séduisais la chasseuse de vampires. Je savais que la chasseuse de vampires, en tout cas, je me doutais qu'elle pouvait difficilement me faire du mal. Ouais. Et pourtant, j'étais complètement dominé par un vampire plus âgé. Et jongler entre toutes ces relations, c'était vraiment intéressant. Sur ce point, Céline. on n'a effectivement pas fait appel au diable dans la partie, ce qui est en fait le moyen de renverser la vapeur et de reprendre le contrôle. Ce qui se passe, cela dit, c'est qu'en fait, on reprend pas le contrôle, c'est le diable qui le prend, et donc c'est le joueur qui joue le diable qui prend le contrôle de la narration. Et je pense qu'en fait, on a tous eu peur que ce soit bien pire de laisser Bien le sûr. contrôle au diable plutôt que de se Surtout débrouiller si avec le cette diable avait situation. été Maxime. Je vois pas ce qui vous fait dire ça, franchement, je ne comprends pas. Ce sont des calomnies. Je pense que si tu te retrouves face à un diable qui est beaucoup plus cool ou dont tu sais qu'il ira beaucoup moins loin ou etc. Moi, je veux jouer à ça avec Antoine Morgenthaler. Il est Je plus pensais. gentil. You Donc- choose poorly. Donc le premier point c'était celui-là, c'était comment les rapports de domination justement dans la chaîne alimentaire, les rapports de prédation influencent le jeu, les rapports de domination, etc. Et le deuxième point que j'avais noté dans l'intervention de Céline au départ sur ce sujet, c'est une forme, alors je sais pas comment le dire, d'équilibre de la terreur. Le côté on est toujours au bord de la falaise, là ce que tu dis, ça peut toujours à tout moment dégénérer. Alors ça, comment est-ce que tu justifies? Qu'est-ce qui te donnait cette sensation-là dans le Alors- dans le design du jeu? Bah, y a l'escalade dont a parlé Flavie déjà, qui est en fait présente. Comment ça se passe, ce mécanisme Les envies contradictoires des personnages, les liens de couteau et de cœur sont délibérément faits pour rentrer en tension dès le début en fait. D'accord, Par ailleurs, le diable rajoute de l'huile sur le feu d'accord. en Ouais. proposant constamment des choses qui vont amplifier les dissensions entre les personnages. D'accord. Et en fait, du coup, c'est très vite tentant d'utiliser la force pour dire de toute façon, c'est moi le plus fort. Et donc, Oui, t'as parce que qu'à effectivement, tu m'obéir. Parce que effectivement, tu l'es. Parce qu'effectivement, tu Voilà. l'es. Et en fait, quand le diable vient te chuchoter à l'oreille, bon, ça suffit, il y en a marre qui se rebelle, humilie-le, c'est un ordre. Tu te retournes vers le jeune vampire et tu lui dis, mais en fait, tu vas arrêter de me répondre. Juste, voilà, tu te mets à genoux si je te demande de mettre à genoux, tu fais exactement ce que je te dis et c'est tout. Et en fait, ça génère énormément de frustration chez les autres personnages et donc ça rajoute encore de l'huile sur le feu et ça fait qu'au premier moment possible, le retour de bâton aura lieu. Ils vont se venger, c'est certain. T'es sûr que ça m'aurait pas rendu mauvais joueur, Flavie? Non, parce que ça correspond vraiment au canon esthétique D'accord, ok. qu'on joue en fait. Et donc, en fait, C'est bien. on sent venir... C'est nous qui choisissons hein, quand on arrête la partie. Mais en fait, en tant que joueur, il y a un moment où on sent que là, c'est plus possible et qu'il faut qu'on arrive à une dernière scène où on va plus ou moins tous être présents parce que on a atteint un niveau de tension qui fait qu'il faut que ça se résolve d'une manière ou d'une autre. En fait, on a atteint un moment de choix. Et ça, c'est la dernière scène. Et moi, les cas que j'ai pu avoir, c'est... cette scène est un carnage. C'est-à-dire, les gens meurent et puis...
pas toujours ce qui était prévu. On essaie de s'attaquer à quelqu'un, l'humain s'interpose, fait un moment de beauté fragile, interrompt l'action, et du coup, finalement, c'est la chasseuse de vampires qui va tuer le vampire agresseur, et en fait, ensuite, elle va se suicider parce que, en fait, elle était très reliée, elle était extrêmement déchirée, et à la fin, il reste la moitié des personnages en vie, enfin, c'est l'hécatombe, quoi. Et là, sur cette partie-ci, on aurait pu atteindre une hécatombe, et c'est pas ce qui s'est passé. On a tous maintenu nos comportements pour rester dans le raisonnable et pour pas basculer dans le carnage. Ouais, je tiens à dire que... tiens, tu voulais dire quelque chose. Flavie ou Valentin, je ne sais pas trop. Oui, non, j'avais une question. J'ai l'impression que dans le jeu... Oui. Peut-être Flavie d'abord, puisque c'est une réaction directe à Céline. C'était le cas, mais vas-y, Flavie, je t'en prie. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Pardon. Désolé. En fait, j'ai l'impression pour cette tension-là qui maintient sur le fil, il y a quelque chose qui me frappe dans le jeu et que j'ai vu dans peu de jeux. Okay, je croyais que Valentin voulait passer à autre chose, excusez-moi. Non, c'est qu'en fait, il y a une puissance... Enfin, il y a une immédiateté en fait des conséquences dramatiques. Par exemple, c'est un jeu dans lequel on peut dire « je tue ton personnage ». Et ça arrive tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est assez rare. Alors, c'est quand même recommandé d'en discuter entre joueurs et de pas faire ce genre de choses sans avoir l'accord des joueurs. Mais effectivement, c'est mortel comme jeu. Ça peut arriver. Oui, je pense que bien sûr... La menace existe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement discuter et tout pour s'assurer que tout le monde est OK. Mais quand bien même, il y a pas mal de jeux dans lesquels on fait gaffe à ça. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais bon, il y a des contre-mesures, il y a des points que tu peux dépenser pour limiter... Et on essaie de maintenir quand même la sécurité des personnages. Là, je pense que vu que tout le monde sait que ça peut partir en live à tout moment et en un mot quelque part, modulo la discussion bien sûr, ça met tout le monde à ce diapason un peu de la guerre froide quoi. On sait qu'on a juste appuyé sur un bouton et tout explose. D'où l'équilibre de la terreur. Oui, puis c'est un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, qui dépend vraiment des décisions des autres. Et pour exemple, cette fin où moi, jusqu'au dernier moment, en fait, je me demande ce qui va se passer parce qu'en fait, si je dois tuer le personnage de Céline, c'est-à-dire la vieille vampire, du coup, je libère le jeune vampire de celle qui l'empêche de devenir un vampire tout puissant. Mais en même temps, si elle décide de rester, je suis foutue. Mais si elle décide de partir... J'avais fait des efforts. Oui, j'avais essayé de faire ce que tu voulais pour devenir moins meurtrière. Oui, mais lui, il s'en remet pas. Il faut que tu partes, sinon il pète un câble. Tu sais que si tu fais ça, l'humain jamais il devient ton ami aussi. Voilà, c'est ça. Et si l'humain me rejette, je n'ai plus aucune possibilité de devenir humaine. Et donc, tu décides de partir avec l'humain. Et jusqu'au bout, je me disais, moi, si je ne deviens pas humaine, la seule solution que j'ai, c'est d'embrasser le personnage du jeune vampire, pendant qu'on s'embrasse, de le buter, parce qu'il ne faut pas qu'il se rende compte qu'il va mourir, et de me suicider. Donc jusqu'au bout, je me dis, je suis foutue, c'est ce qui va se passer. Et là, au dernier moment, le personnage de Maxime arrive en me tendant la main, en disant, nous sommes amis, en gros. Well done, tu es un humain. Tu es là, ok. Donc en fait, c'est pas ça que je vais faire. Et donc là, c'est toujours comme ça, tu te retrouves à devoir changer au dernier moment. T'es là, ok, donc là, les conséquences sont de ça. Donc je jette mon arme. Donc je lui donne tout pouvoir parce qu'en fait, j'ai plus envie de choisir ni de vivre parce que j'ai vu trop de trucs. Il décide. On sait pas s'il me tue à la fin. Fin ouverte. Ouais, on a laissé la fin ouverte. On a aussi laissé New York aux mains d'un vampire qui était en train de créer une armée de vampires. Moi, je dis ça. Et qui me regarde en disant c'est quoi, je crois que mon humain a perdu toute conscience de la morale. Et qu'est-ce que tu me dis à la fin de là, j'ai toujours su que je t'ai toujours dit que tu étais à moi ou un truc comme ça. Et là, on sait pas s'il me tue ou pas. T'es là, c'est quand même une bad end. Hein. Y a personne qui est mort, mais ça faisait tellement un retour vis-à-vis du diable parce qu'il y a tout un moment où moi j'arrêtais pas de lui dire à l'oreille. Elle est à toi, tu veux la posséder, des choses comme ça. Et Romuald, il était vraiment genre, je veux être avec toi, tu vois. Il disait, je veux que tu sois avec moi. Il disait pas, je veux que tu sois à moi. Et c'est vraiment ce qu'il a dit à la toute fin. En fait, il y a eu de nombreuses instructions du diable que j'ai essayé de jouer comme étant un travail de conscience pour les ressortir ensuite. Comme des idées que j'allais ressortir ensuite en me disant... Ah là j'ai refusé l'influence du diable mais là c'est le moment de le sortir. Et en fait c'est ça que je trouve vraiment fort avec ce diable, c'est que on peut s'en servir comme un outil mais à n'importe quel moment et c'est juste une idée de développement de personnage qu'un autre joueur va proposer. Mais c'était vraiment trop cool d'avoir le diable qui essaye de te posséder pendant toute la partie et en fait c'était la conclusion quoi. Mais je trouve qu'il y a un système presque de révélation, moi je trouve, dans ce jeu. Parce qu'il y a des moments où moi, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que... je savais que tu avais tué son père, mais je pensais pas que ça avait été ton amoureux et que tu là, oh mon
Dieu, oui. C'est comme dans une série, ça. Mon Dieu, en fait, elle l'aimait. Et il y avait des systèmes comme ça où toi, il y avait, je sais plus, il y avait plein de petits moments comme ça où il y a eu des révélations où quoi, il va être avec elle finalement. Ah oui, ou ce moment où toi oui. tu dis oui mais non, mon vampire. Ouais. Ah oui, Et toi, quand tu dis Romuald, non, mais le vampire qui m'a créé disait que j'étais une erreur, et t'es là, ah, c'est trop bien, une révélation. Moi, j'étais dans la scène, je pouvais pas faire genre, oh, trop cool. c'est un truc dont on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que je trouve que tous, quand tu crées ton personnage, tu peux t'imaginer des petites raisons de ceci ou de cela, et tu te dis, à un moment, ça fera une révélation cool. Je la dis pas. Et même au pire, je la dis pas, c'est pas grave. Mais tu te dis, ça peut changer des choses. Là, tu as donné des exemples. Nous, dans la partie qu'on avait fait dans la romantique, on avait dit que mon personnage avait transformé l'autre vampire à la table. Mais ce que j'avais pas dit, c'est qu'à un moment, je sors, mais en fait, je t'ai transformé juste pour faire chier ta sœur. Toi, j'ai vraiment aucun respect pour toi. En fait, je t'ai fait vampire, mais tu m'intéresses pas. D'accord. Et pour le personnage qui jouait un vampire qui avait des problèmes d'ego, ça a été un peu compliqué. Ouais, d'accord. Ok. Donc un mécanisme de révélation aussi. Ok, très bien. Ouais, mais tu vas vite et du coup, le jeu étant relativement court, t'as pas le temps de t'imaginer une Une histoire impression de rocambolesque. révélation, parce qu'en réalité, rien n'a été préparé, c'est ça qui est beau. Non, mais La c'est trop cohérence cool en émerge. fait. Puis comme t'es vraiment à est fond surpris dans les de la- scènes, comme tu vraiment, je disais tout à l'heure, tu peux pas relâcher ton attention et que du coup tu te mets à vivre cette intensité. Quand on te lâche des trucs comme ça, t'es juste trop content. Je pense que ça, c'est amené par les joueurs. C'est pas du tout évoqué dans le livre. Et c'est cool quand ça a lieu en partie. Ça émerge. Ouais, ça peut émerger. À mon avis, c'est quelque chose qui peut être amené aussi. Enfin, moi, je sais que j'y ai fait plus attention cette partie-ci, justement parce que j'avais trouvé ça super cool, la partie précédente que j'avais fait aussi avec Maxime. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, plutôt que de tout lui dire quand on fait les relations, en fait, je vais garder les raisons pour moi, je vais y réfléchir de mon côté, et puis je lui dirai dans la partie à un moment ou un autre. Très très bien. Ouais, moi, j'ai senti une grosse Maxime. tension justement dans la scène qu'on a eue dans l'hôtel où le personnage de Céline révèle ça à mon personnage. Et j'ai vraiment eu la tension entre, comme on disait dans un autre podcast, la cohérence psychologique et la cohérence narrative. Où j'ai vraiment eu la sensation de bon, je suis un humain, je viens d'apprendre que des vampires existent. Elle me dit qu'en fait, elle est une vampire et qu'elle a tué mon père. La cohérence psychologique voudrait que je m'enfuis en courant. Ouais. Mais Voir que tu as envie de te venger. j'ai voulu ouvrir le volet pour lui balancer de la lumière du soleil, mais elle m'a repoussé, elle m'a montré qu'elle pouvait me tuer quand elle voulait, fondamentalement. Mais elle ne l'a pas fait, elle a été gentille. Et j'ai préféré la cohérence du drama, qui a été non, je veux l'embrasser. Je tombe amoureux, du coup. Ah, cette cohérence du drama dans la partie, franchement, merci. Parce que à vous trois, parce que j'ai vécu une partie de drama, mais comme j'en rêvais, et c'était trop cool. Tout le monde allait encore plus loin, toujours, c'était trop bien. D'accord. Très bien, très très bien. Des choses à ajouter ? Moi, j'avais juste une question à vous poser sur le titre du jeu. Pourquoi est-ce que après cette partie, est-ce que vous comprenez mieux le titre du jeu, toi qui comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif et rentré ? Alors, j'ai pas fait ça. J'avais fait ça à la partie précédente. J'avais fait lire le poème de Baudelaire. Et c'est parce que c'est le début du poème, en fait. Et je trouve que le poème donne très bien l'ambiance du jeu. Donc, du coup, je suis désolée, je vous invite à le lire après, un peu après coup. Le titre en tant que tel, pour moi, c'est pas si évocateur que ça, mais quand tu lis l'ensemble du poème, je trouve que l'ambiance est très révélatrice. Ça a l'air quand même très agressif, comme, je sais pas, c'est pas très safe. Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif, est entré. En même temps, Ça évoque pas des traits. dans ce titre, il y a des choses qu'on retrouve dans le système de jeu, le couteau, le cœur, tout ça. Et en fait, ça correspond finalement vraiment. On est là pour elle est où ta plaie ? vulnérabilité. Elle est là, ta plaie. Monte voir. Et si je rajoute du Mais sel vraiment, dessus ? en fait, lis-le. Moi, ce que j'ai retenu du poème, là, comme ça, sans le lire, c'est ça servirait à rien d'essayer de te sauver. Tu retournerais de toi-même dans les bras de ton bourreau. Et je pense qu'il y a un peu de ça. On a envie d'y retourner. On continue les scènes et on sait que le personnage, il prend un petit peu cher. Et en fait, on prend plaisir à ça dans la partie. D'accord. Et je trouve là encore, on a été assez Maxime. attentif
enfin, si on a une good ending, entre guillemets, c'est parce qu'on a quand même été assez attentif à faire du drama psychologique, certes, mais on n'est pas allé Esthétique. trop loin. Ouais, esthétique. On n'est pas, je trouve que ce jeu, Parce qu'en fait, pris par d'autres personnes dans un autre cadre, il y a moyen de faire du très sale. en fait, Et moi, j'ai envie de faire l'expérience. Hein. Tu vois, ce jeu, un jour, je pense que je réunirai des gens qui sont comme moi, juste pour voir à quel point on peut faire du dégueulasse et est-ce que ça marche. Moi, Est-ce c'est que une- ça ouais. dysfonctionne et c'est trop, ou est-ce que ça marche aussi? à titre personnel, c'est une des grosses critiques que j'ai envers ce type d'expérience drama. C'est que je trouve qu'elles donnent des couches esthétiques ou qu'elles sont esthétisantes pour parler de situations qui sont extrêmement problématiques et qui peuvent, tu vois, il faudrait pas que, bah oui, mais bon, je te vois hocher de Je la trouve tête. qu'il faut le vouloir là pour aller chercher quelque chose de beau Bah, là-dedans. quand on- Mais c'est baudelairien en même temps. Baudelairien, ça restait une espèce de mec paumé et drogué qui abusait probablement des meufs et qui écrivait de la poésie comme Alors un... attends, là, je te parle pas de Baudelaire. Je te Bah, parle de c'est la inspiré de pratique ça, hein. du jeu de rôle drama comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait pas non plus que le caractère esthétique de ces jeux drama banalise des situations qui ne Oui, enfin, les jeux action, est-ce que ça banalise le fait de prendre un pistolet et de tirer sur des gens? Eh ben aujourd'hui, la question est posée. Quand tu vois tous les gens qui font du jeu de rôle non violent et tout pour dire attention, peut-être que en faisant du jeu de rôle violent, on rend la société plus violente, etc. Moi, c'est des arguments que j'ai entendus dans l'extrême gauche. De dire, par exemple, qu'il faut encourager des utopies non violentes, Oui, etc. on peut faire ça qu'on et peut- faire des jeux à drama. On peut faire les deux en fait. C'est une question que je soulève. Bon. Je ne dis pas que... Mais Pour ma part, enfin, je pense que c'est. c'est une des réserves que j'ai Intéressant. vis-à-vis de ce genre de jeu. Voilà, Moi, je pense que c'est intéressant de toujours, en fait, du point de vue de la fiction, parler de. Parce que parler des situations ne les banalise pas, en fait. Elles me permettent de parler des situations. Si on ne peut plus parler des situations, et par la fiction, c'est absolument génial, parce que ça permet de se projeter, personnifier quelque chose, de se mettre à la place d'eux, de ressentir, sans pour autant vivre ces choses, et donc de nous ouvrir les yeux sur ça. Et donc, au contraire de les banaliser, je pense qu'au contraire, ça permet d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses, en fait. Est-ce que rendre esthétique des... Je te dis autrement, est-ce que rendre esthétique des relations toxiques, c'est pas indirectement Oui, rendre mais cool des relations qui Tu sont pas montres cool? bien que ton personnage, en fait, il est pas bien quand il fait ça, il a envie de se suicider. Enfin, Tu dis il y a une distance à avoir. Oui, t'as du recul par rapport à ton personnage. Et regarde Maxime qui dit qu'il a bien vu la différence de situation entre le rôle de la partie précédente et le rôle dans cette partie-ci. Ça met en exergue, en fait, un certain nombre de choses. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Moi, en fait, je m'interroge juste sur les motivations qui poussent les gens à jouer à ce type de jeu. Parce que moi, ça me fait pas rêver, quoi. Voilà. ouais, mais en You're a même bigot. temps... De quoi En même- t'as dit, Maxime? You're a bigot, Romaric. Je suis un bégot. Un bigot. Un bigot. Ouais, tu sais bien que je suis fan d'Anne Rice depuis que j'ai 13 ans, je crois. Donc moi, on me propose un jeu qui, enfin, pour une fois, fonctionne et émule vraiment ça, mais genre tous les jours, quoi. Non, je trouve que dans Anne Rice, il y a une dimension héroïque aussi. Non. Non, c'est pas que de Pas la du tout. tragédie, machin. Ah putain, dans les bouquins, grave. Il n'y a grave, pas que vraiment. ça, non. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnages qui font des choix qui sont vraiment beaux au sens moral du terme. C'est Oui, pas mais uniquement, dans là aussi, nous, en fait. nous aussi, hein. Nous aussi, la vieille vampire qui se dit « Ok, j'essaye d'arrêter les meurtres, j'abandonne New York et je pars avec cet humain et je vais faire tout ce que je peux pour pas reproduire les erreurs du passé. » Il y a des belles choses aussi, tu vois. Très bonne réponse. Hein. Très très bien. Ouais. Ok. Donc canon esthétique Anne Rice validé, plein la gueule. Oh ouais, c'était trop bien. Super. Génial, génial. Valentin, tu voulais intervenir à un moment donné, puis tu as relâché le micro. Est-ce que t'as Oui, je sais pas si on a parlé de la mise en page du jeu. Oui. Ou pas. En fait, le jeu a été mis en page par Simon Lee. En fait, il a une, je sais pas si vous avez eu l'occasion de feuilleter les joueurs à la table, une mise en page qui est très originale en fait, avec plein de peintures. C'est très. Les illustrations, elles proviennent Euh, de fonds. Je sais pas exactement quoi, mais c'est des illustrations un peu gothiques, Ouais, c'est très intriguant. différentes. La mise en Il y a une page, grande cohérence, même voilà. si les styles sont très cohérence différents. c'est esthétique très et bizarre. c'est un plaisir en fait de lister Ah oui. de lister le jeu. C'est magnifique. Ouais.
Donc voilà, il y avait un gros travail là-dessus. Je trouve que c'est aussi inspirant pour mettre dans l'ambiance, avec donc ça en lien avec le titre. On parlait du titre tout à l'heure, Ouais. du poème. C'est pas comme si on avait en fait un jeu. Je trouve que ça contraste beaucoup avec une certaine manière d'écrire des jeux un peu comme des manuels de machine à laver. C'est même dans le lexique en fait. Dans la manière d'écrire, c'est très poétique en fait, c'est très bien écrit. Donc le jeu lui-même est une œuvre qui t'emmène vraiment dans l'esthétique. Et, Alors du c'est coup, plutôt nous, on sympa, n'a quoi. pas regardé le jeu ni lu le poème, mais on a fait un sas musical avant de démarrer. On m'avait dit drama, on m'avait dit tristesse. J'ai mis Ézéchiel. Ah oui, pas mal, ouais. Ça ressemble un peu... Et je pense qu'on est proche C'était parfait. de ça. Ah oui, bien vu Ézéchiel. Ça me fait... D'ailleurs, même le livre, il m'a fait penser à ça, tu vois. C'est marrant que tu aies mis Ézéchiel. Ouais, je pensais à ça aussi. Drama, vampire, Ok, très bien. Ézéchiel. Excellent. Des choses à ajouter avant de conclure ce podcast? Non, moi je sais que Vivien Ferrasson, ça le frustre quand on raconte pas la fiction. Mais là, j'ai envie de dire, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, on a dit comment ça s'est fini en plus. On a dit le début, on a dit la fin. Entre les deux, il s'est passé des choses. Quelques scènes. Comme un rapport de partie, en fait, quand tu dis quelques scènes et qu'elles sont pertinentes pour expliquer des mécaniques. Aussi parce ouais. que c'était des choses un peu intimes aussi, Ouais, presque. y C'est très compliqué d'expliquer l'intimité de ces scènes. Et puis les résumés factuellement ne leur rendraient C'est pas pas honneur. intéressant. Non, Ça- parce il y qu'en aurait fait, pas c'était des l'émotion moments liée. vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré jouer avec vous. C'était... Je trouve que c'est de la bonne cam ce jeu, quoi. Et Ouais. il est efficace. Et le avec, résumé servira à rien. Il se dirait juste... Honnêtement, je pense que si tu résumes ce qu'on a fait, ça tient sur un PQ et ça fait pas envie. Alors qu'en fait, le vivre, c'était vraiment cool. Excellent. Merci Céline d'avoir amené ce Mais jeu. je suis bien contente que ça ait autant plu. Ça a accroché. Merci Valentin, merci Maxime. Achetez ce livre. C'est le diable qui vous l'achète. Merci Romal. Merci Flavie. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et Bye surtout, bye. jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.